Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée. Bonjour Florent, je voudrais commencer ce mail par te remercier pour ton ministère dans ces podcasts. Un pasteur vous répond, ressources tellement précieuses. Merci également à toute l'équipe qui œuvre pour leur diffusion. Depuis 2 ans, avec mon mari, nous avons des difficultés à concevoir un enfant. Après avoir réalisé une multitude d'examens, les médecins nous expriment que dans notre cas, la méthode naturelle pourrait fonctionner, un jour peut-être. Ils nous ont également exprimé que la procréation médicalement assistée était un moyen possible et que son efficacité serait maximale dans notre cas. Alors voilà, la question de l'éthique survient. En tant que chrétien, que penser de la PMA ? Se diriger vers la PMA n'est-il pas un moyen de vouloir maîtriser le cours des choses ? La PMA entre-t-elle dans le cadre évoqué avec Franck dans le podcast sur la volonté de Dieu ? Tant de questions qui divisent et nous rendent la décision difficile. Merci pour ton retour, sois richement béni. Fin de la question. Écoute, merci pour ton encouragement à l'égard de ces podcasts. Heureux que le travail de toute une équipe soit bienfaisant, soit utile. Et puis, je suis vraiment touché pour ta confiance, votre confiance à tous deux, en partageant un sujet qui est personnel, potentiellement douloureux, sensible, certainement. L'aspiration à avoir des enfants est légitime. Et elle est profonde, et c'est compliqué d'imaginer, de se projeter dans un avenir sans enfant. Alors, pour ce podcast, j'ai demandé à un ami qui m'est très cher, Denis Bloom. Il est médecin à Lyon, il est également l'ancien d'une église formidable dans le 7e. Il est marié avec Maëlys, également médecin, et avec son épouse, ils ont dû faire face à cette même question. Alors, j'ai pensé que son expertise professionnelle, associée de son expérience, donnerait beaucoup plus de légitimité à la réponse pour cette question que tu poses. Alors, Denis, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Est-ce que ma présentation est suffisante et complète ? Oui, je crois que c'est les informations suffisantes à avoir pour moi, pour ce podcast en tout cas. Écoute, c'est vraiment chouette. C'est pas la première fois qu'on est ensemble sur un podcast, mais déjà, j'aimerais que tu nous expliques, et pour certains, ce sera nécessaire, c'est quoi la PMA ? Et peut-être, question subsidiaire, c'est quoi l'infertilité ? Alors oui, effectivement, avant de parler de la PMA, puisque c'est la question de tes auditeurs, il faut commencer par voir quel est le problème. Et le problème auquel la PMA essaie de répondre, c'est le problème de l'infertilité, c'est-à-dire l'absence de conception d'un enfant après au moins 12 mois de rapports sexuels réguliers pour un couple marié. D'un point de vue médical, on considère que c'est 2-3 fois par semaine, la régularité, et bien sûr des rapports sans contraception. Et dans 90% des cas, je dirais que l'infertilité est une maladie, c'est-à-dire qu'elle est liée à une pathologie. Ça peut être une pathologie masculine liée à l'homme, une pathologie féminine, ou alors les deux. Et il reste en fait 10% des couples où on ne retrouve pas de cause autre que le stress ou d'autres facteurs qu'on n'a pas identifiés. D'accord. Donc ça peut venir de l'homme, ça peut venir de la femme. Est-ce que c'est important d'identifier les causes avant de se poser la question de la PMA ? Oui, bien sûr, c'est capital pour pouvoir apporter le bon traitement. Il faut avoir le bon diagnostic. Donc, effectivement, il faudra déterminer les causes. Mais alors, je voudrais peut-être rejoindre. En tant que médecin, le chemin, c'est quoi ? C'est le médecin généraliste d'abord, et puis ensuite ? Alors, en premier, ce sera le médecin généraliste, effectivement, qui pourra peut-être prescrire les premiers examens d'investigation. Et puis ensuite, si on veut un peu plus approfondir, il faudra se tourner vers des cliniques ou des hôpitaux qui ont des services qui font de la procréation médicalement assistée. Alors maintenant, tu peux peut-être nous expliquer ce que c'est justement qu'une PMA. Alors, la PMA, c'est l'ensemble des techniques, qu'elles soient médicales ou biologiques, qui consistent en une manipulation des gamètes. Et quand je dis manipulation des gamètes, il faut comprendre préparation et conservation des spermatozoïdes ou des ovocytes. Et ces techniques, elles sont utilisées dans le but d'obtenir une grossesse chez un couple qui n'y arrive pas naturellement. Il y a une diversité de techniques et c'est très important de les distinguer, chacune d'entre elles, parce qu'elles ne se valent pas toutes en termes d'éthique. Donc, il faut vraiment bien les distinguer. Ça, c'est une idée clé quand on réfléchit à la question de la PMA. Donc, Okay. Si tu veux, je peux me lancer et définir un petit peu les différentes techniques de PMA. Il n'y en a pas 50, rassurez-vous. Oui, on a juste 20 minutes. Je crois que ce serait très bien, oui, que tu prennes le temps de nous donner quelques-unes de ces techniques, c'est important de les distinguer, c'est important de les comprendre. Tout à fait. Donc, la première, la plus ancienne, c'est ce qu'on appelle l'insémination artificielle. Alors,
La plupart du temps, c'est avec le sperme du conjoint qu'on fait une insémination artificielle. Ça existe depuis le XVIIIe siècle. Les balbutiements datent de quelques siècles quand même. L'idée, là, c'est vraiment qu'on va aider la nature. Il y a un problème, la plupart du temps, chez l'homme, quand on se tourne vers l'insémination artificielle, et on va, en quelque sorte, faciliter les choses en injectant le sperme directement dans l'utérus pour lui faciliter le travail. C'est souvent lorsque les spermatozoïdes sont un petit peu fatigués chez l'homme, qu'il y en a pas assez qui sont en bonne santé, viables, bien formés. Du coup, on leur facilite la tâche, on les met plus proches des ovocytes que lors d'un rapport sexuel. Et ça maximise les chances d'obtenir une grossesse. Okay. Donc, il y a quelques enjeux éthiques à réfléchir sur l'insémination artificielle avec sperme du conjoint. On peut faire aussi une insémination artificielle avec un sperme d'un donneur extérieur. Et là, évidemment, ça apporte d'autres questionnements éthiques, évidemment. Et c'est notamment ce qui est pratiqué actuellement pour ce qu'on appelle la PMA pour toutes en France, qui est maintenant autorisée pour toutes les femmes célibataires ou en couple, quelle que soit la nature du conjoint, un homme ou une femme. Ce sera une insémination artificielle avec sperme de donneur, à moins qu'il y ait une pathologie qui justifie d'aller vers la FIV. Et là, FIV, ça veut dire fécondation in vitro. Avant, on disait FIVette, fécondation in vitro et transfert d'embryon. Ça décrit un peu plus l'ensemble du processus, où là, en fait, la rencontre entre le spermatozoïde masculin et l'ovocyte féminine va avoir lieu en dehors du corps de la femme. C'est ça qu'on dit in vitro, ce sera dans une éprouvette, dans un tube à essai. Et ça va permettre la mise dans ce tube à essai du sperme et d'ovocyte va produire un certain nombre d'embryons qu'on va pouvoir ensuite transférer dans l'utérus. Alors pas tous en même temps, et un certain nombre vont être congelés. C'est ce qu'on appelait les bébés éprouvettes dans un langage très populaire il y a quelque temps. C'est plus exactement. Non, on l'utilise plus. C'est un peu stigmatisant pour les enfants qui naissent de cette manière-là, d'avoir ce qualificatif. Et on peut aussi faire des FIV avec le don, avec un don extérieur, que ce soit un don d'ovocyte ou un don de spermatozoïdes extérieur au couple. Donc ça, c'est vraiment les deux principales inséminations artificielles, fécondation in vitro. Après, on peut rajouter d'autres techniques qui viennent s'imbriquer avec, par exemple, la FIV. On peut rajouter l'ICSI ou l'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes. Là, on va pas mettre les ovocytes en contact avec du sperme, mais on va injecter de manière sélective un seul spermatozoïde directement dans une ovocyte. Voilà, ça peut répondre à certains problèmes de stérilité ou d'infertilité, notamment quand il y a vraiment très peu de spermatozoïdes dans le sperme de l'homme. Bon, bien sûr, en t'écoutant, je vois tous les livres de science-fiction ou les perspectives d'eugénisme absolument terribles. Je veux un enfant aux yeux rouges. Manifestement, il me manque quelques données de biologie là, mais je veux un enfant qui corresponde exactement à ce que je veux. Je vais sélectionner ou je vais demander aux praticiens de sélectionner ce qui répond à mes attentes. Mais au-delà de ces extrêmes, tu dis qu'il y a sur certaines de ces techniques parfois des problèmes éthiques à considérer en tant que chrétien, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Mais juste avant de répondre à ta question, je veux juste donner une précision. La sélection dont il est question dans l'ICSI, c'est une sélection sur des critères de vitalité des spermatozoïdes, savoir s'ils sont en bonne santé, s'ils n'ont pas de malformation apparente. La sélection génétique, on l'a fait dans le cadre de ce qu'on appelle le diagnostic pré-implantatoire, où on peut faire une sélection génétique directement sur les embryons quand le matériel génétique des deux parents est déjà rassemblé. C'est à ce moment-là qu'on peut faire une sélection génétique et qu'il y a effectivement un risque d'eugénisme. Mais pour répondre à ta question, il faut regarder le détail de chacune des techniques pour voir où il peut y avoir des points d'achoppement et où il y aura besoin d'une réflexion éthique. Et en tant que chrétien, nous, on va la baser sur la Bible, qui est un peu notre livre de référence pour connaître la moralité, enfin la volonté morale de Dieu. Donc, regardons du coup les détails de chacune de ces techniques. Donc, commençons par l'insémination artificielle avec le sperme du conjoint. Premièrement, le recueil du sperme va se faire par masturbation. C'est pas lors d'un rapport sexuel normal. Donc, par essence, c'est pas forcément un problème si c'est vécu vraiment dans le cadre d'une relation conjugale, mais c'est un problème en fonction du contexte dans lequel a lieu la masturbation. Si c'est un homme qui va seul dans une cabine, dans un laboratoire, et qui a de recours à de la pornographie ou ce genre de choses, ou qui n'est pas pur dans ses pensées, à ce moment-là, ça pose un problème éthique. Et on dit souvent que le diable est dans les détails. Donc, vous voyez, quand on va regarder dans les détails
de cette technique, il peut y avoir des petits points de réflexion. Je dis pas que ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir recours à l'insémination artificielle, mais il faut bien réfléchir à quelles vont être les conditions pour le recueil du sperme. Ensuite, bon, ce sperme, il va être préparé. C'est simplement il va être un peu concentré. Je crois qu'il rajoute aussi peut-être un peu de fructose, des choses pour lui donner un peu d'énergie. Et puis l'autre sujet, c'est que du côté de la femme, par contre, on va avoir recours à l'injection d'hormones parce que on va vouloir pratiquer cette insémination au moment précis de l'ovulation. Okay. Donc, on va contrôler de manière très précise le moment de l'ovulation et pour cela, on le fait avec des hormones pour contrôler très précisément le cycle menstruel classique de la femme. Et ça veut dire que la femme va avoir un certain nombre de rendez-vous médicaux pour contrôler exactement à quel moment il faudra faire l'injection qui va permettre d'être au bon moment pour l'ovulation. Donc voilà, il y a des contraintes aussi quand même d'un point de vue pratique pour pratiquer une insémination artificielle avec sperme du conjoint. Sperme de donneur, c'est le même questionnement. Oui, tu voulais. Quand j'entends la question des hormones pour une femme, je ne vois pas nécessairement de problème éthique, mais par contre, ça peut poser un problème sur son développement. Est-ce qu'il y a des conséquences sur d'un traitement hormonal qu'une femme peut prendre pour contrôler, maîtriser son ovulation ? Oui, je disais pas qu'il y avait un problème éthique au fait d'avoir recours à des hormones, hein, c'est pas ça. Mais c'est juste pour dire que c'est pas neutre en termes de traitement. Et puis c'est pas d'ailleurs une quantité d'hormones aussi importante que pour une fille, j'y reviendrai. Mais voilà, c'est pas neutre pour le corps de la femme. Après, beaucoup de femmes utilisent la pilule à titre de moyen de contraception et du coup sont exposées à des hormones de synthèse de manière presque quotidienne. Mais c'était juste pour décrire l'ensemble un petit peu du processus et de quelles sont les contraintes pour les deux membres du couple, on va dire. Ok. Si on va du côté de l'insémination avec sperme de donneur, alors là, ça introduit un autre problème d'un point de vue éthique. On a déjà les mêmes que j'ai cités, mais on rajoute l'intervention d'une tierce personne dans le processus. Certains qualifient du coup ce procédé d'adultère biologique. Alors, c'est déjà un parti pris d'utiliser le terme d'adultère d'un point de vue éthique et moral, mais en même temps, il y a quand même l'intervention d'une tierce personne. Alors certes, c'est pas un adultère physique, c'est même pas en pensée, mais en tout cas, il y a le bagage génétique d'une personne extérieure au couple qui va être à l'origine de l'enfant à naître. Donc, ça fait une sorte de triangulation qui pose vraiment question et problème d'un point de vue éthique parce que c'est pas comme une adoption, quoi. C'est vraiment l'un des membres du couple avec bagage génétique d'une personne extérieure, quoi. Oui, non seulement ça, mais il y a aussi l'engendrement d'une vie sans la responsabilité d'accompagner cette vie tout au long de son chemin. Donc être père pour un instant, ça n'existe pas. On est père ou on ne l'est pas. Être mère, bien sûr, ce sera probablement sur une plus longue durée si on accueille l'enfant. Mais donc ça pose un vrai problème aussi pour la paternité, n'est-ce pas ? Oui, après, le père qui n'est pas le père biologique pourrait considérer qu'il pratique une adoption. Que lui, il fait une adoption, que sa femme, on pourrait s'en sortir un petit peu comme ça. C'est pour ça que je dis que certains peuvent faire le lien avec l'adoption, mais je pense qu'on ne peut pas vraiment s'en tirer si simplement d'utiliser le terme d'adoption parce que il y a quand même l'intervention d'une tierce personne dans un couple marié. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce terme d'adultère biologique qui colle parfois à l'insémination artificielle avec donneur extérieur. Ok, donc là on voit sur la question de l'insémination artificielle quels peuvent être les problèmes éthiques. Si on passe maintenant sur la seconde technique que tu as évoquée, quels sont les enjeux éthiques d'une telle pratique ? Alors, la FIV, bon, déjà pour des questions d'efficacité, de rentabilité, parce que c'est une procédure qui est lourde pour le corps de la femme, on va prélever de manière chirurgicale des ovocytes après avoir stimulé avec des grosses doses d'hormones la production d'ovocytes. Donc, ce ne sera pas juste un ovocyte comme il se passe normalement la plupart du temps lors d'un cycle menstruel, mais là, ce sera plusieurs ovocytes, 10, 15, qui vont être prélevés en une seule fois pour ensuite produire des embryons quand on les aura mis en contact avec des spermatozoïdes, avec du sperme. Et en fait, le problème éthique qui est vraiment associé à ça, c'est le statut de ces embryons qui sont créés en dehors du corps d'une femme. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les considère? Quel sens ça a de congeler ces embryons? En fait, c'est vraiment la question du statut de l'embryon et la question c'est l'embryon est-il un être humain? C'est ça la question à laquelle
il faut répondre. Et si on considère que l'embryon n'est qu'un amas de cellules, alors pour être logique, eh bien, il faut être d'accord qu'on fasse de la recherche médicale dessus, des expériences médicales sur un embryon, parce que si c'est qu'un amas de cellules, pas de problème avec la recherche médicale sur les embryons. Ça veut dire aussi que l'avortement n'est pas un problème, au moins jusqu'à un certain stade. Parce qu'au tout début du développement d'un enfant, ce n'est effectivement, y compris dans le corps de la femme, qu'un amas de cellules, un stade très précoce. En tant que chrétien, l'avortement nous pose problème. Donc la question, c'est vraiment à quel stade est-ce qu'on va considérer que l'embryon ou le fœtus est considéré comme une vie humaine? Où est-ce qu'on va mettre la limite et de quel droit on va fixer la limite à un moment donné? Oui, c'est ça, parce que si on caractérise la vie comme étant simplement une interaction sociale, certains sont allés aussi loin pour dire, en fait, l'enfant n'existe que lorsqu'il est sorti du ventre maternel, parce que là, à ce moment-là, il y a une interaction possible. Mais c'est absolument terrible, et ça nous renvoie aux heures sombres de la Grèce antique et de l'Empire romain, où le père pouvait exposer les enfants au soleil jusqu'à ce qu'ils meurent de déshydratation, simplement parce qu'il ne souhaitait pas garder cet enfant, il ne considérait pas que c'était une personne digne de vie. Par ailleurs, on a de la difficulté quand on voit l'explosion de vie du moment de la fécondation jusqu'à la sortie du ventre de la mère. C'est difficile d'imaginer, pour des raisons scientifiques objectives, un point de rupture qui permet de dire, à partir de cet instant, nous avons un être humain. Le dilemme, bien sûr, que tu évoques, et pour les chrétiens, c'est pour ça que c'est pas tellement une question de droit de la maman ou de droit du corps, c'est de dire, la vie commence à la conception, on ne voit pas d'autre point de commencement légitime d'un point de vue scientifique. Je ne sais pas ce que ça voudrait dire d'un point de vue scientifique, mais d'un point de vue moral certainement, il y a une continuité entre la conception et la naissance. Tu serais d'accord avec ça? Tout à fait, oui. Il y a un continuum en fait. Dès la cellule œuf, c'est-à-dire dès qu'il y a une mise en commun du matériel génétique entre un spermatozoïde et une ovocyte, cette vie humaine a tout ce qu'il faut pour devenir un être humain parfaitement constitué s'il est placé dans les conditions adéquates de développement. Donc dès sa conception, il a tout le potentiel pour être un être humain. Et donc, je pense qu'à ce titre, on doit déjà le considérer comme étant créé à l'image de Dieu. Et je fais le lien avec, par exemple, le psaume 139 qui nous dit « Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand j'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. » Et on pourrait multiplier les exemples ou le substrat biblique pour attester de cela, de Jérémie aussi, à qui Dieu dit « Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » On pourrait aussi parler de Jean-Baptiste, de Jésus, qui était consacré avant même leur naissance. Alors que dans notre pensée, on va dire de société moderne occidentale, on considère vraiment que tant qu'il n'y a pas eu l'accouchement, ce n'est pas une vie humaine. C'est-à-dire qu'en France, on a le droit de mettre un terme à une vie humaine la veille, même quelques heures avant un accouchement. Ah, je ne savais pas que c'était sur cette possibilité. Ouais, d'accord. Si, j'ai même vu pratiquer dans une maternité. Donc oui, ça, c'est tout à fait légal. Ça pose aucun problème. D'accord. Donc, waouh, les conséquences. D'un point de vue légal, hein. Je dis ça pose pas de problème d'un point de vue légal en France. Oui, c'est ça. Oui, je comprends. Voilà. Je comprends. Donc, ça pose vraiment la question de l'éthique de la PMA, parce que si on doit, et je crois que c'est là l'enjeu du débat, si on va fertiliser, on va dire une dizaine d'ovocytes, on a donc 10 êtres humains qui portent l'image de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'ils adviennent, ces œufs alors je suis d'accord avec toi. Si on considère que l'embryon est un être humain dès sa conception, dès la cellule œuf, on doit le traiter comme tel dès ce moment-là. Or, quand on fait une FIV, donc il y a une production de parfois 20 embryons en une fois, et on va pas les implanter en une seule fois, hein, mais du coup on va les congeler. Alors, ça pose la question, est-ce que c'est humain de congeler un être humain? Est-ce que c'est moral d'interrompre le développement d'un être humain pendant plusieurs années? Est-ce que c'est humain de prendre le risque que cet être humain ne survive pas à la congélation? Alors, il y a certains couples qui résolvent ce problème de la gestion de ce qu'on appelle les embryons surnuméraires, c'est-à-dire les embryons qui ne vont pas être implantés tout de suite, ils pourront l'être plus tard. Et donc, ils résolvent ce dilemme en disant, OK, il y a 18 embryons qui ont été créés avec
mon matériel génétique, celui de mon mari, ils sont au frigo, eh ben, je vais tous me les faire implanter. Okay. Alors, ça ne veut pas forcément dire 18 enfants, parce que le taux de réussite des transferts en moyenne, tout âge confondu, il est plutôt de 30-35%. Mais ça dépend beaucoup de l'âge et de quelle est la cause de l'infertilité. Mais la question qu'on peut, par exemple, se poser, si on a, je sais pas, 18 embryons au frigo, que deviendront ces embryons si leur mère meurt avant qu'ils soient implantés? Qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je connais même une situation, une femme m'a téléphoné pour demander un conseil parce que on venait de lui rappeler qu'elle avait une dizaine justement d'embryons surnuméraires qui n'avaient pas été implantés il y a 10 ans. Et au terme des 10 ans, ces embryons devaient soit être détruits, soit donnés à la recherche, soit implantés. Et elle me demandait mon avis. Mais c'était géant comme question. C'était pas une question facile, quoi. C'est ça, ouais. Et là, on est au terme, on est devant une situation de, selon le statut de ces embryons, on va réfléchir différemment. C'est ça. Et ça, c'est vraiment des réflexions qu'il faut avoir avant de s'engager dans un processus de PMA, quel qu'il soit, parce qu'on va arriver à des dilemmes où on va s'arracher les cheveux pour s'en sortir moralement, quoi. Alors, est-ce que c'est possible de... J'ai cru comprendre qu'en Allemagne, par exemple, ils ne faisaient pas ce genre de processus multiple, mais ils réduisaient leur technique à un ovocyte à la fois qu'ils implantaient et voyaient si ça marchait. Alors, effectivement, en France, c'est pas vraiment possible. D'accord. À ma connaissance, même si l'ouverture à la possibilité de la congélation, de la vitrification, pardon, d'ovocytes pourrait laisser la possibilité du coup de plutôt congeler des ovocytes avant leur fécondation plutôt que mais c'est pas encore proposé de manière standard pour les couples infertiles. Mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer quand même une FIV éthique, je mets des guillemets, s'il y avait que 1 ou 2 embryons de produits à chaque fois, qui sont pas congelés, mais directement implantés. Alors ça veut dire que le couple est prêt à avoir éventuellement des jumeaux, si on en implante 2, et ça veut dire aussi d'accepter que la fécondation ait lieu en dehors du corps de la femme, puisque ça c'est inhérent à la technique de la FIV. Donc on peut imaginer effectivement une solution qui serait beaucoup plus acceptable d'un point de vue éthique quand on a une perspective chrétienne sur la préservation de la vie et de qu'est-ce que c'est qu'un être humain. Mais ça va supposer du coup de trouver une équipe qui soit d'accord, qui soit consentante, et aussi de pouvoir faire confiance vraiment à cette équipe qui vont se limiter en coulisses à ce qui a été discuté en consultation. En France, je ne sais pas si c'est possible, vraiment. Je ne sais pas si on nous laisse la liberté de conscience de demander ça, de demander cette singularité dans le parcours de soins. Je sais qu'en Angleterre, j'ai lu des témoignages de couples qui ont, après de multiples négociations, réussi à obtenir ça. En France, je ne sais pas, parce qu'on va considérer qu'en fait, c'est tellement invasif, intrusif dans le corps d'une femme de faire une FIV parce que c'est une opération chirurgicale, sous anesthésie, une grosse injection d'hormones, etc., qu'on ne veut pas le faire vivre. On va le faire vivre le moins de fois possible, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on en produit une certaine quantité à chacune de ces tentatives. Est-ce qu'on a fait le tour des problèmes éthiques liés à cette technique? Alors, j'en rajouterais peut-être c'est la question de la réduction embryonnaire. Alors, c'est peut-être plus vraiment d'actualité, on le fait de moins en moins, mais c'est qu'avant, on injectait vraiment plusieurs embryons. Pour maximiser les chances de réussite, on injectait 3 embryons. Alors, tous n'aboutissaient pas vraiment à un développement et à une grossesse, mais si les 3, par exemple, se développaient, on avait 3 embryons, et là, par contre, on fait prendre à la mère un risque non négligeable pour sa santé et puis pour la vie même de ses enfants. Et donc, on faisait ce qu'on appelait une réduction embryonnaire. En gros, on supprimait l'un ou l'autre ou plusieurs de ces vies in utero. Voilà, donc je le signale, même si on le fait de moins en moins, parce que c'est quand même pas rien, faut pas se louper, c'est une injection intracardiaque de chlorure de potassium, enfin, c'est une intervention chirurgicale, donc on le fait je crois que les équipes le font de moins en moins, et maintenant ils transfèrent soit un embryon, soit 2 embryons si le couple est prêt à avoir des jumeaux. Ah, Denis, merci parce que ça nous donne vraiment un survol et je crois que ça répond à la question. Alors dans les questions d'éthique, c'est difficile d'être noir et blanc et puis absolu, et c'est pas notre propos, mais de donner des billes de réflexion pour que chacun puisse se prononcer un peu en son âme et conscience avec une réflexion plus complète. D'ailleurs, je voudrais signaler déjà, et je le mentionnerai peut-être à la fin si j'y pense, l'excellent petit manuel d'éthique du docteur Vincent Rébeillé-Borgella qui propose un peu un parcours de réflexion sur des questions éthiques et notamment pour nous qui sommes chrétiens, avec
quel référentiel on peut aborder les questions éthiques qui nous préoccupent, et notamment des questions comme celle-ci. Donc un très bel ouvrage publié aux éditions Clés qui serait utile, bien au-delà de la question qui nous préoccupe, sur une réflexion générale par rapport à l'éthique. Alors, on a lu la question qui m'arrache le cœur. Enfin, quel conseil tu donnerais à un couple infertile? Je sais que ça a été votre cas pendant quelques années. Tu as eu tu as permis qu'on en parle assez directement dans ce podcast, mais un couple infertile qui réfléchit à cela, qu'est-ce que tu lui dirais? Quel conseil tu donnerais? Je pense que la première question que se pose un couple infertile, et en fait, elle est posée par tes auditeurs, c'est est-ce que c'est légitime d'avoir recours à des techniques médicales? Alors, moi, je dirais oui, dans une certaine mesure, parce que quelle que soit la cause de l'infertilité, il y a une altération d'une fonction naturelle, en l'occurrence la procréation, chez un couple marié. Donc oui, face à une maladie, face à une altération de fonction naturelle, de fonction créationnelle, c'est légitime de vouloir trouver un remède et d'en bénéficier. Mais j'espère avoir montré que toutes les techniques ne se valaient pas d'un point de vue éthique et qu'il faut bien réfléchir en amont à chacune d'entre elles pour savoir ce qu'on est prêt à faire ou ne pas faire en ce qui concerne le recours à la PMA. La deuxième chose que je dirais, c'est que c'est vraiment une épreuve spirituelle. C'est une épreuve pour la foi. Et c'est potentiellement l'épreuve de toute une vie. Pour certains couples, c'est vraiment une stérilité définitive. Ça les accompagnera. Cette épreuve les accompagnera toute leur vie. Il y aura des hauts, des bas, des luttes, et ce sera l'occasion d'expérimenter la dépendance à Dieu dans la prière. Et comme dans toute épreuve spirituelle, il y a des enjeux spirituels, avec le risque, par exemple, de se détourner de Dieu, de cultiver de la frustration, de la colère envers Dieu, ou encore de la jalousie envers les couples qui, eux, sont fertiles, le fait de ne pas réussir à se réjouir pour ses amis qui arrivent à avoir des enfants, etc. Et je pense que, comme pour toute épreuve, Dieu s'intéresse davantage à la manière dont on traverse l'épreuve plutôt qu'à sa résolution. On croit que Dieu est souverain, donc l'épreuve, c'est pas un accident de parcours, mais c'est plutôt une occasion de grandir dans la foi, dans la dépendance à Dieu et dans la confiance en lui. Et ce sera aussi, par exemple, dans ce parcours, dans ce chemin, l'occasion d'apprendre à pardonner ceux qui auront eu des propos maladroits concernant votre situation. Non, c'est pas vrai. Les chrétiens n'ont jamais de propos maladroits à l'encontre des autres, n'est-ce pas, Denis? Ne casse pas un mythe. Si, je pourrais te citer beaucoup d'exemples. Oh, mais je crois vraiment en tout cas, que l'épreuve de l'infertilité, elle peut vraiment produire des très beaux fruits spirituels, mais tout dépend vraiment de la manière dont on va traverser cette épreuve. Alors justement, quel conseil tu donnerais à la fois à l'individu, mais peut-être à ceux qui sont dans l'entourage? Alors, en fait, j'étais tellement ironique dans ce que j'ai dit, parce que face à l'épreuve des autres, les gens ont des réponses, mais tellement brutales, simplistes et effroyables, que c'est bien qu'on en parle. Donc, toi, déjà, tu évoques le fait que... Comment passer par l'épreuve? Ce serait peut-être le sujet d'un podcast entier, mais quel conseil tu donnerais à l'entourage, l'église d'un couple infertile, la famille d'un couple infertile? Alors déjà, je dirais qu'il faut toujours être lent à parler et prompt à écouter, qu'il vaut mieux poser des questions plutôt que d'énoncer des vérités, faire très attention à toutes les phrases convenues du genre « ça va venir, ça va aller ». Vraiment, ne dites pas ça. Ça peut faire 3, 4, 5, 10 ans que le couple attend et ça vient pas. Donc, ne dites pas, ça va aller, vous en savez rien. Il vaut mieux entendre la souffrance, faire preuve de compassion, pleurer avec ceux qui pleurent. Et j'ai envie de dire aussi, ne vous prenez pas pour des médecins à prodiguer des conseils. Tu devrais faire ci, tu devrais plus te reposer, tu devrais manger ça, tu devrais perdre du poids. Attention au t'as qu'à faire ci. Et, voilà. Ça peut être très dévastateur. Et je dirais aussi attention aux témoignages. Alors ça va peut-être vous étonner, mais en fait, chaque histoire est différente et c'est pas forcément perçu comme encourageant le témoignage de Monsieur X qui a finalement eu un enfant, parce que ça n'assure pas du tout Madame Y qu'elle en aura un. Et souvent la réponse que j'ai eue, c'est je connais un tel couple, ils ont galéré pendant 3 ans. Et oui, mais enfin, j'en sais rien. Moi, c'est toujours intéressant d'avoir l'expérience de personnes qui ont traversé cette épreuve. Moi, j'en ai bénéficié. Ça peut m'arriver maintenant de pouvoir témoigner à des couples qui traversent cette épreuve. Mais il faut faire très attention quand on n'a pas soi-même été
été confronté à cette situation, on peut ne pas avoir la sensibilité nécessaire parce que la souffrance rend vraiment susceptible, quelle qu'elle soit. Alors, soyez attentif à ne pas être trop intrusif, c'est quelque chose de très intime, c'est parfois difficile d'en parler quand on vit cette souffrance. Donc, il faut respecter le choix d'un couple qui peut-être ne veut pas en parler ou ne veut pas en parler avec vous. Et je dirais qu'une bonne question pour éventuellement aborder la question de l'infertilité avec une personne, c'est plutôt est-ce que tu as envie de me parler comment ça va au niveau de la fertilité? Si vous savez qu'il y a une difficulté à ce niveau-là au niveau du couple, ça laisse la possibilité de dire écoute, en ce moment, je préfère pas, c'est trop difficile, je peux pas en parler, plutôt que d'aller sur des questions plus directes, plus frontales. Si vous êtes suffisamment proche d'une personne qui traverse cela, vous pouvez lui demander comment est-ce qu'elle traverse cette épreuve, comment ça affecte sa foi actuellement. Voilà, c'est un peu les conseils. Dire aussi attention aux questions indiscrètes qu'on peut poser à un couple, même si on ne sait pas qui traversent une difficulté pour avoir des enfants, mais les questions du genre alors c'est pour quand c'est un couple dans l'église qui est marié depuis 3 ans et qui n'a pas d'enfants, faites très attention. Quand vous posez ce type de questions, il faut être prêt à avoir comme réponse la souffrance de l'infertilité. Il faut pouvoir gérer ça quand on pose une question un petit peu à la fin du culte, un peu peut-être pour taquiner ou voilà pour titiller, ça peut faire mouche, mais pas de la manière dont vous l'avez imaginé. Ouais, voilà. Donc, je dirais faire très attention. Si je devrais dire en 3 mots, je dirais compassion, écoute et retenue. Compassion, écoute et retenue. Je crois que c'est le mot de la fin brillant. Merci beaucoup, Denis. Et ça me rappelle en tout cas une chose sur laquelle, pour toutes les épreuves et les déceptions de la vie, il faut nous raccrocher, c'est qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui nous attend. Et qui rendra pâles les souffrances actuelles. Ça ne veut pas dire que pendant qu'on les vit, elles sont pâles, elles sont violentes, elles sont douloureuses, elles sont parfois lancinantes et abjectes. C'est le fruit de vivre dans un monde déchu. Christ vient pour secourir notre humanité dans son péché. Il vient nous pardonner, nous donner une vie nouvelle. J'espère que c'est votre cas. Je crois que c'est le cas pour l'auditrice, c'est l'autre qui nous envoie cette question, mais peut-être pour ceux qui nous écoutent, que la première préoccupation de Jésus-Christ, ce n'est pas de nous rendre heureux avec tous les cadeaux que l'on voudrait avoir sur cette terre, mais de nous sauver de nos péchés. Jésus-Christ est mort pour qu'on soit pardonné. Et il nous propose de vivre en lui quelque chose de si satisfaisant et de si profond que certaines épreuves qui peut-être vont demeurer, qui seront un peu comme des échardes dans la chair tout au long de notre chemin terrestre, trouveront un jour, pas forcément une explication qui sera suffisante, mais un réconfort qui est suffisant de la part d'un Dieu qui a sacrifié son propre Fils. On ne peut pas l'imaginer, il a sacrifié son propre Fils parce qu'il nous voulait à ses côtés et il nous voulait sauver et il nous voulait dans une relation proche de lui et dans sa gloire. En tout cas, un immense merci, Denis, d'avoir bien voulu répondre à ces questions avec ton expertise et ton expérience. Et puis peut-être avec plaisir. Peut-être à bientôt pour un autre podcast. Cet épisode vous a édifié? Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un Pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact@toutpoursagloire.com.